il a dit qu'il contrôlait en fait de là-haut. Ouais. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous sur cette session Construire une plateforme de données innovante avec AWS. Je suis Mathieu Bonville, je suis Solution Architect, je m'occupe des clients FSI. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent, un de nos Principal Solution Architects en Analytics, et de Julien, qui est directeur et Head of Data Intraday et Data Mesh chez Capital Fund Management et qui nous fait le plaisir de venir témoigner aujourd'hui avec nous. Le plaisir est pour moi. À l'agenda aujourd'hui, on va tout d'abord parler du traitement de données au sein d'Amazon SageMaker et des nouveautés récentes qu'il y a eu sur cette solution. On fera ensuite un zoom plus détaillé sur les principales nouveautés qu'il y a eu ces derniers mois sur nos services d'analytics. Et également, on fera du coup une présentation détaillée de la plateforme de données de Capital Fund Management. Alors tout d'abord un mot sur SageMaker Unified Studio. Alors vous connaissiez probablement SageMaker historiquement comme étant notre suite d'outils de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc la nouvelle génération d'Amazon SageMaker est beaucoup plus large. On a regroupé tous les outils de data, d'intelligence artificielle et de machine learning au sein d'un nouveau studio unifié. Et cette nouvelle mouture, elle s'appuie du coup sur une architecture type Lakehouse, dont on va parler un peu plus en détail ensuite. Et également, elle met à disposition toute une partie de gouvernance des données et des modèles de machine learning de bout en bout. Donc sur la partie gouvernance, on s'appuie du coup sur Amazon Data Zone que vous connaissiez peut-être déjà. Ça permet à vos utilisateurs, à vos data owners, à vos data scientists et data engineers de mettre à disposition de la donnée pour collaborer, de mettre en place des mécanismes de souscription, de faire de la recherche de données au travers du catalogue. Ça leur permet également d'améliorer leur niveau de confiance dans les données qui sont hébergées sur AWS grâce à des mécanismes de contrôle de qualité de données, des mécanismes de classification de données et des mécanismes également de traçabilité. Donc c'est un point extrêmement important en termes de refonte sur Amazon SageMaker. Et donc, comme je le disais précédemment, le SageMaker Unified Studio, il s'appuie sur une architecture de type Lakehouse. Donc ça a plusieurs avantages. Ça permet d'avoir une unification des données, qu'elles soient hébergées sur votre data lake ou sur votre data warehouse, au travers d'une interface standardisée Apache Iceberg. Et ça rend ce Lakehouse ouvert, interopérable, dans le sens où vous pouvez choisir le type de compute de votre choix, que ce soit sur des services AWS type EMR, Glue ou encore Athena, ou des solutions tierces à partir du moment où celles-ci sont compatibles Apache Iceberg. Le SageMaker Unified Studio, en quelques mots, hein, là vous voyez une capture d'écran de ce que voit un utilisateur lorsqu'il s'y connecte. Donc on va retrouver vraiment, comme je le disais tout à l'heure, toute une partie sur la gestion du catalogue de données. On va également retrouver tous les outils que vous connaissiez déjà au travers de SageMaker sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Il y a également une intégration de nos services d'IA générative au travers de Bedrock qui se retrouve également ici dans cette nouvelle version de SageMaker Unified Studio. Et du coup, on va retrouver tous nos outils de data processing et d'analytics dans cette nouvelle version. La partie gouvernance également est intégrée. Et une des notions qui est importante dans la manière dont vos utilisateurs vont pouvoir collaborer sur Amazon SageMaker, c'est une notion de projet. Donc vous allez avoir des utilisateurs qui vont pouvoir créer des projets, collaborer au sein de ces projets pour partager des données, partager du code, partager des ressources de compute. Et c'est ce qu'on va voir là sur la suite de cette présentation. On va faire une petite démonstration en deux temps. D'abord, d'un point de vue plus administrateur, ce que vous voyez à l'écran, c'est... est-ce que c'est parti? Oui, c'est bon. Donc on va avoir un administrateur qui va créer un template de projet, donc un project profile. Donc, en l'occurrence, là, on va créer un template pour faire du processing sur notre lakehouse. Ce template, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de blueprints qu'on vous met à disposition. Donc les blueprints, en fait, ce sont des stacks CloudFormation qu'on vous met à disposition et qui sont pré-paramétrés. Vous avez la possibilité de les adapter. Et c'est vraiment des primitives pour construire vos projets et les mettre à disposition de vos utilisateurs. On choisit la région, on choisit quels sont les utilisateurs qui vont pouvoir consommer ce projet, que ce soit des utilisateurs nommés, que ce soit des groupes, que ce soit des rôles. En fonction du niveau de granularité dont vous avez besoin, vous avez la possibilité d'ajuster tout ça. Vous choisissez également le compte sur lequel vous le mettez à disposition. Et une fois que vous avez paramétré tout ça, vous avez la possibilité d'aller encore plus finement faire du paramétrage sur vos projets en
en ajustant les différents paramètres des stack CloudFormation qui sont utilisés dans ce template-là. Et vous allez pouvoir, du coup, par exemple, sur une application OMR Serverless, modifier les ressources qui sont mises à disposition. Vous allez pouvoir, par exemple, réduire ou augmenter la quantité de CPU qui est associée à votre application OMR Serverless, ajuster la taille des disques, ajuster la quantité de RAM qui est allouée. Et ça va vous permettre, du coup, au travers de ces différents paramètres, d'avoir un niveau de contrôle maximum. Il y a des valeurs que vous pouvez rendre éditables, d'autres non. Ça, c'est un choix que vous allez faire pour avoir plus ou moins de contrôle par rapport à ce que vos utilisateurs vont pouvoir déployer et consommer. Et donc, c'est au travers de ces différents paramètres que vous allez vraiment pouvoir customiser au maximum les projets que vous allez mettre à disposition de vos utilisateurs. Une fois qu'on a terminé cette configuration, on va pouvoir se connecter en tant qu'utilisateur, créer un projet. Donc on a vu la partie plus administrateur, on va dire. Une fois qu'on veut consommer ce projet, on va pouvoir utiliser les templates qui sont mis à disposition. Donc on va retrouver notre template de Lakehouse Processing qui est ici, avec notre application OMR Serverless qu'on a pré-paramétrée. Et on va pouvoir faire les ajustements que l'on veut appliquer sur notre application. Donc on a parlé tout à l'heure de certaines valeurs que vous pouvez rendre éditables ou non. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment customiser par rapport à votre besoin les différents paramètres. Ça peut être l'architecture CPU, ça peut être la quantité de ressources. Donc voilà, vous avez cette possibilité de modifier et d'ajuster ce template, à partir de ce template de projet, de vraiment déployer votre projet sur mesure sur SageMaker Unified Studio. Une fois que le projet est créé, vous allez retrouver donc votre repository de code, vous allez retrouver les ressources que vous avez déployées. Donc en l'occurrence, on retrouve le paramétrage de notre application OMR Serverless, et on va pouvoir aller consommer du coup toutes ces ressources au travers d'un Jupyter Notebook, c'est ce qu'on voit à l'écran ici. On va retrouver notre Lakehouse, là en l'occurrence on a une table qui a déjà été provisionnée, et le Jupyter Notebook va nous permettre d'interagir. On va choisir le langage avec lequel on veut interagir, SQL, Spark par exemple. On va choisir le type de compute, que ce soit de l'EMR, de l'Athena, du Glue. On va pouvoir de manière très simple, en quelques clics, modifier le type de compute que l'on va utiliser pour interagir avec nos ressources. Donc là, dans cette démo, on va faire des opérations assez simples. On va d'abord lister les tables existantes. Vous allez voir qu'au travers du Unified Studio, on a accès également à l'interface Spark, si jamais on a besoin d'aller récupérer certaines informations plus détaillées sur l'exécution des jobs qui sont sous-jacents. Vous allez également avoir accès aux différents logs qui sont au niveau des différents drivers qui sont utilisés, si jamais vous avez besoin de récupérer toutes ces informations. Le but étant que vous ayez, au travers d'une seule interface, accès à toutes ces informations de manière simple et unifiée. Donc sur la suite de cette démonstration, en fait, on va faire deux opérations assez basiques. On va d'abord récupérer les informations d'une table existante pour en créer une nouvelle. Donc c'est la première exécution là, que vous voyez à l'écran. Tout ça pour vous montrer en fait, la simplicité avec laquelle on peut switcher. Donc là, en l'occurrence, on a switché sur du Spark, toujours avec notre application OMR Serverless. Et ensuite, on va aller récupérer à partir d'un champ, donc Inspector ID en l'occurrence, là sur cette démo. On va calculer un taux de défaut et on va en faire la moyenne et on va derrière l'écrire dans une nouvelle table. Et ça se reflète directement dans notre Lakehouse au sein de l'interface Amazon SageMaker Unified Studio. Vous voyez sur la gauche qu'on a tout de suite, en rafraîchissant, on voit directement les modifications sur nos tables. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au travers de cette nouvelle mouture de Unified Studio, vous avez la possibilité très simplement de choisir le type de langage, le type de compute et d'ajuster pour vos utilisateurs en fonction de leurs besoins. Merci Mathieu. Donc maintenant, je vais balayer rapidement les nouveautés sur le data processing. Et on va faire ça à travers trois thèmes clés d'innovation. Le premier, c'est la performance et le coût. On verra ensuite l'excellence opérationnelle et la sécurité. Et on finira par tout ce qui est drivé par la générative.
Donc sur la performance et le coût, faut savoir que nos équipes, elles travaillent continuellement sur l'optimisation des performances, que ce soit sur Spark ou Trino. C'est un bénéfice que vous avez à chaque nouvelle version, par exemple, d'EMR. Et donc par exemple sur Spark, dans la dernière version d'EMR 7.8, vous avez environ un gain de performance x4 par rapport à la version open source correspondante qui est la 3.5.3 de Spark. On s'appuie sur un benchmark analytics avec des jointures, des agrégations pour vraiment valider que ça répond aux besoins de nos clients. Et on s'appuie donc sur le benchmark TPCDS 3 Tera. De la même manière, sur Trino, vous allez être environ 3 fois meilleur que la version open source. Donc là, c'est valable pour Athena et EMR. Et on s'appuie également sur le TPCDS 3 Tera qui est assez représentatif. Donc ça concerne le soft, mais aussi on travaille sur le hardware. On a à disposition des instances Graviton 3 qui sont basées sur une architecture ARM. Et déjà, l'instance, elle est environ 15% moins chère que son équivalent x86. Et en plus, il y a un gain de performance au niveau du CPU. Alors pourquoi? C'est assez simple, c'est parce qu'en fait, le vCPU que vous provisionnez dans une VM Graviton, c'est un corps physique sur le serveur. Donc ça veut dire que si vous avez des workloads qui sont CPU intensifs, vous allez avoir un gain de performance de l'ordre de 20% aussi. Ces gains de performance, donc valables sur EMR, Glue, Athena, nos services de data processing, ils sont toujours compatibles avec l'API open source. Donc on vous garantit que votre code métier, que vous développez sur Spark ou Trino, vous pouvez le porter sur n'importe quel environnement compatible open source, comme des environnements self-managés, Spark ou Trino. Alors quelques exemples d'optimisation. Pour ceux qui connaissent Spark, il y a un composant qui est essentiel qui s'appelle Catalyst, qui est en fait un cost-based optimizer. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre code, il va l'analyser, donc ça va dériver à un plan logique d'exécution, et il va faire des calculs, éventuellement arriver à plusieurs plans physiques d'exécution, et en fonction du coût, il va choisir le meilleur plan d'exécution physique et ensuite l'exécuter. Et donc, dans nos runtime Spark, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la data source en général à travers le framework Data Source V2, qui est le framework de développement de connecteurs assez générique dans Spark. Et l'idée, c'est de réduire au maximum les données qu'on va charger. Donc, parce que c'est là où le gain est le plus important, en fait. Éviter de charger les données, éviter de charger la mémoire, éviter de les processer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement intégrer des règles dans le cost-based optimizer pour qu'il améliore le plan physique d'exécution. Typiquement, sur des jointures, on va pouvoir utiliser des filtres Bloom qui vont permettre de savoir si une valeur qu'on recherche est présente ou non sur un objet dans S3. Là encore, l'idée, c'est d'éviter d'accéder à un objet qui est une opération assez coûteuse. Un autre exemple, c'est sur le push-down des agrégats partiels. Là, c'est le cas où vous avez une agrégation suivie d'une jointure avec une autre data source. Mais en fait, on va utiliser le résultat de l'agrégation pour pouvoir pousser de l'autre côté de la jointure dans la data source pour éviter, là encore, de lire des fichiers. Donc ça, c'était valable pour les data sources génériques. On a aussi des optimisations qui sont spécifiques à Iceberg, qui est un format très populaire et qui est beaucoup demandé par nos clients, comme le préchargement de données ou l'estimation de la taille des fichiers. Là encore, l'idée, c'est à chaque fois d'accélérer l'accès aux data et d'éviter au maximum de lire les datas qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du code. On a d'autres optimisations, hein. Là c'est seulement des exemples. Il y en a un, notamment une optimisation qui est assez sympa, qui utilise directement un framework. On fournit par exemple dans EMR sur EC2 et EMR sur EKS un accès à des instances GPU. Vous pouvez utiliser et bénéficier de ces instances GPU pour accélérer vos performances en utilisant par exemple NVIDIA Spark Rapids. Donc ça, c'est une solution qui est nativement supportée par EMR et qui vous permet d'offloader votre processing du CPU vers le GPU. Alors améliorer la perf, c'est pas mal, ça permet d'aller plus vite, donc vous avez forcément des gains en termes de coûts. Mais ce qui est important aussi pour le coup, c'est d'utiliser au mieux les ressources. Donc ça veut dire typiquement avoir un bon autoscaling qui est très rapide. Comme vous payez à la demande, bah vous économisez forcément. Et là aussi, on a travaillé sur la fonctionnalité de Manage Scaling dans EMR, valable sur EMR EC2, qui permet en fait de redimensionner automatiquement le cluster. C'est un cluster Hadoop quand on parle d'EMR sur EC2. Et vous avez toujours l'expérience entièrement managée, donc vous précisez vos contraintes de coût avec un minimum et un maximum. Et en fait, il y a un algorithme qui va se charger d'automatiquement provisionner
des instances et de les enlever du cluster quand il n'y en a plus besoin. Donc on a vraiment travaillé sur l'optimisation du temps de réponse, du temps de réaction de cet algorithme. Et on arrive à supprimer notamment des instances quand il n'y a plus de demandes au niveau des jobs, ce qui permet d'économiser entre 20 et 60% suivant vos types de charges de travail. Bon, on a vu les améliorations sur la perf, sur le coût. On va maintenant passer à l'excellence opérationnelle et à la sécurité, avec notamment une problématique assez difficile à régler pour nos clients. Nos clients nous demandent de plus en plus un contrôle d'accès fin sur les données. Comment fournir un accès sur des colonnes spécifiques, enlever certaines colonnes qui contiennent des PII, par exemple, ou même donner accès à certaines lignes en fonction du profil utilisateur. Et avec Spark, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, bon, on l'a vu tout à l'heure, le Cost-Based Optimizer, qui permet de générer le plan physique d'exécution, il est disponible. Vous pouvez directement injecter vos propres règles. Vous avez accès à tout un ensemble de primitives bas niveau, ce qui rend complexe la sécurisation. Si on prend l'exemple d'une UDF, c'est pareil, une UDF, c'est du code arbitraire que vous passez à Spark. Spark ne connaît pas, n'a pas connaissance de ce que vous faites dans cette UDF. En gros, ça vous donne accès à l'espace mémoire directement. Donc vous voyez bien qu'il y a pas mal de vecteurs d'attaque sur Spark, et c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur une implémentation spécifique de sécurité dans Spark qui s'appelle le Fine Grained Access Control natif. On a un white paper, je vous mettrai le lien à la fin de la présentation si vous voulez en savoir plus. Mais l'idée, c'est de garantir que votre permission fine est appliquée et que l'utilisateur n'a pas moyen de bypasser cette permission. Donc comment on fait ça? On divise le cluster Spark en deux. Un espace utilisateur qui est relativement ouvert, qui va vraiment servir de point d'entrée à l'utilisateur ou à l'application, qui va exécuter tout le code qui est considéré comme non fiable, comme typiquement une UDF. Et ensuite, cet espace utilisateur va interagir avec l'espace système qui lui est complètement sécurisé. Et c'est là en fait où on va faire l'accès aux données, où on va garantir que la permission est appliquée. Donc typiquement, si vous faites un filtrage de colonnes ou de lignes, ça sera fait dans cet espace système et l'utilisateur ou l'application n'a pas accès à cet espace système. Il va s'assurer par exemple que vous avez une application des permissions niveau colonne que vous définissez dans l'Egformation. Elles seront automatiquement appliquées et renforcées dans l'application. Donc ça, c'est valable sur 3 modes de déploiement, EMR, EKS, EMR Serverless et Glue dans la dernière version. Alors maintenant, on va voir comment améliorer l'expérience opérationnelle. C'est bien d'avoir des best practices, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir les appliquer à l'échelle et notamment de pouvoir définir des contrôles pour s'assurer que tous les développeurs respectent ces contrôles. Je vais changer de micro, désolé. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser les Glue Usage Profile. L'idée, c'est de fournir aux administrateurs un moyen de contrôler les ressources qui sont consommées par les développeurs. Donc ça peut être par exemple le nombre de workers minimum, maximum, le timeout sur une session interactive. Quand vous avez des Jupyter, vous ne voulez pas consommer des ressources pour rien. Vous pouvez préciser des valeurs par défaut. Et en fait, vous voyez qu'il y a un bon compromis entre laisser de la flexibilité aux développeurs dans un cadre qui est borné par les administrateurs. Et ensuite, vous allez pouvoir affecter ces profils à différents personas via des rôles IAM ou des utilisateurs. Et donc, ils vont pouvoir, encore une fois, définir leur configuration en fonction de leurs besoins, tout en restant dans un cadre. Dernière innovation pour l'excellence opérationnelle, c'est la gestion de la concurrence et des files d'attente. Donc ça concerne nos clients qui ont besoin de soumettre un grand nombre de jobs à l'intérieur d'un compte. On fournit maintenant un moyen de contrôler cette concurrence au niveau de chaque job, valable dans Glue et EMR Serverless. Donc vous pouvez préciser le nombre de jobs concurrents et le timeout dans la queue. Et ça permet en fait de lisser la charge de soumission des jobs. Vous savez que à l'intérieur d'un compte AWS, vous avez des limites sur les appels d'API. On avait des clients qui voulaient soumettre des milliers de jobs à la seconde. Forcément, ça surcharge les API. Donc ils peuvent utiliser maintenant cette gestion de la concurrence pour vraiment lisser la charge de soumission et éviter les erreurs dues au throttling des API.
On va maintenant passer aux innovations grâce à l'IA générative. Mathieu l'a montré tout à l'heure, on a dans SageMaker Studio une interface qui permet de développer plus rapidement. On a des notebooks Jupyter, des notebooks SQL, et ça c'est intégré avec Amazon QDeveloper. Donc vous pouvez demander à générer du code, demander des explications sur du code, mais en gros vous allez plus vite sur la génération de votre code. Ce qui est pas mal déjà. Et en fait on a décidé d'améliorer les choses pour traiter plus de tâches du cycle de développement. Donc typiquement, la résolution de problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré. On fournit une solution, une fonction dans Glue directement, qui est en preview aujourd'hui, qui vous permet de faire du root cause analysis. Et l'idée, c'est de vraiment interpréter les erreurs des logs Spark, qui sont forcément pas très explicites, et de vous aider à débugger, et même de vous pointer vers la ligne de code qui contient l'erreur. Donc on voit dans cette démo, on a un job Spark dans Glue, et on va voir qu'il est en erreur. Voilà, status fail. Donc on va pouvoir directement depuis la console cliquer sur Troubleshooting, et il va analyser les logs, il va voir qu'en fait là c'est une erreur qui est due au bucket S3 en général. Il va même pointer vers le bloc, la ligne 18. Et en fait, on se rend compte que c'était simplement une erreur de typo dans le chemin du pass S3. Du coup, on va pouvoir faire la modif très rapidement, enregistrer le job, réexécuter, et le job va pouvoir passer. Autre nouveauté, grâce à l'IA, la mise à jour. Mettre à jour Spark, c'est assez laborieux et c'est souvent non différenciant pour votre business. Par contre, c'est indispensable. Il y a des correctifs de sécurité, des améliorations de performance, on l'a vu. Peut-être des nouvelles fonctionnalités qui vous aident à refactorer votre code. Donc l'idée, c'est de vous aider, d'utiliser la GenAI pour faire l'upgrade et non seulement faire des suggestions, mais aussi les valider. Donc on va exécuter votre code, vérifier que ça tourne, et ça de manière itérative jusqu'à ce que le job soit en succès. Donc là, on voit une démo. Encore une fois, on est dans la console Glue. On voit qu'on est en version 2. Glue version 2, c'est du Spark 2.4. Et en fait, on va lui demander de faire un upgrade vers Glue version 4, qui est du Spark 3.3. Donc pour les développeurs Spark, je ne sais pas si vous savez, il y a quand même un gros gap entre Spark 2 et Spark 3. On est sur une version majeure. C'est pas simple. Donc là, on va lancer le job. On a fourni un pass S3 pour récupérer le script, si on veut faire un git diff par exemple à la fin, pour voir la différence. Il va s'exécuter en background. Et on voit par exemple ici qu'il a eu besoin de 6 jobs, de 6 exécutions, pour arriver à un résultat où le job est en success. On peut aller voir le détail des runs, et on peut aller voir les logs, qu'est-ce qu'il a fait. Vous avez aussi du contrôle sur les ressources qui peuvent être utilisées pour valider la migration, enfin l'upgrade. Et donc ça vous aide très rapidement. Là, on voit qu'en 6 jobs de quelques minutes, il a pu faire l'upgrade et il arrive à un status succeeded. Voilà, j'ai fait le tour des innovations, des dernières innovations sur le data processing. Je vais maintenant donner la main à Julien qui va présenter la plateforme de données de Capital Fund Management. Merci Vincent. Alors quand j'ai préparé cette présentation, je cherchais un fil rouge et je me suis fixé 2 objectifs. Le premier, c'est de vous illustrer sur notre exemple comment on peut assembler les services dont ont parlé Mathieu et Vincent en des produits ou des solutions pour nos équipes, notamment nos équipes data. Premier objectif. Et le second objectif, c'était aussi de vous donner un exemple, d'ouvrir le capot et de vous montrer ce que peut être l'activité data dans notre secteur. Alors juste pour voir si je ne me suis pas complètement planté dans mes objectifs, est-ce que dans la salle, les gens qui se considèrent comme des praticiens de data, data engineer, data scientist peuvent lever la main? Voilà, ouais, une bonne moitié. Et les gens de la finance, est-ce qu'il y en a dans la salle? Voilà, un petit peu moins, c'est ce que je m'imaginais. Donc merci d'avoir validé mes objectifs.
Alors, qui sommes-nous? Capital Fund Management, ou je vais dire CFM, nous sommes une société du domaine de la finance. Donc, on récupère des capitaux auprès de nos clients, on les regroupe dans un fonds, et après, on investit le capital de ce fonds sur les marchés financiers. On est dans un secteur qui s'appelle la gestion alternative, ce qui nous autorise, je dirais, à mettre en place des stratégies d'investissement sophistiquées. Si les stratégies d'investissement sont sophistiquées, cela signifie aussi qu'on s'adresse également à des clients sophistiqués. Donc ça ne va pas être vous et moi, même si je vous le souhaite, ça va plutôt être des institutionnels, des fonds de pension, voire des particuliers très très fortunés. Voilà. CFM a été créé en 1991. La technique d'investissement qu'on utilise, c'est une technique d'investissement quantitatif et systématique. Quantitatif, ça signifie qu'on s'appuie sur des données pour prendre nos décisions d'investissement. Systématique, tout est automatisé. Aujourd'hui, 370 personnes. On est très fiers d'avoir 100 docteurs dans nos équipes et nous avons des bureaux à New York, à Londres et l'essentiel du staff est à Paris. Voilà. Et nous sommes réputés pour notre exigence scientifique, notre culture d'innovation et de collaboration. Très rapidement, de mon côté, je suis arrivé à CFM en 2009. Initialement, je travaillais sur des développements en C++ basse latence. J'ai découvert AWS un petit peu par hasard en 2019. Ça a été un coup de foudre. Ce qui m'a mené à prendre la responsabilité d'une équipe qui met en place une plateforme data sur AWS. Donc c'était le premier usage du cloud à CFM. Et par ailleurs, je suis également responsable d'une équipe qu'on appelle Data Intraday, qui fait du data engineering sur ce qu'on appelle nous les carnets d'ordre. Donc c'est les ordres d'achat et de vente sur les marchés. Donc comme je le disais, notre processus d'investissement, c'est de la donnée qui commence par une étape de collection. On va se connecter à plusieurs dizaines de fournisseurs, voire plusieurs centaines de fournisseurs. Cette donnée va être analysée. Donc, pour simplifier, l'analyse de données, c'est la recherche de corrélation entre cette donnée qui nous vient du fournisseur et les instruments financiers dans lesquels on va investir. Cette activité d'analyse, elle est faite par des profils type data scientist ou quant researcher. Et le résultat de cette analyse, ce sont des signaux. Donc un signal, c'est un oracle qui va vous dire si tel instrument, si par exemple le prix du pétrole va s'apprécier ou si le pétrole va se déprécier. Voilà. Chaque dataset, chaque provider va donner un oracle, et ces oracles peuvent ne pas être d'accord entre eux. Vous pouvez avoir très bien un dataset qui vous dit achète du pétrole, ça va monter, un dataset qui vous dit non, là il faut plutôt vendre. Donc tous ces petits oracles, on les assemble par un processus qui est assez sophistiqué, qui nous donne l'objectif, la position idéale de ce qu'on doit posséder sur les marchés, et ensuite c'est mis en œuvre sous forme de trade. Alors sur le slide suivant, en général, la question que se posent les gens en ce moment, c'est quels sont les types de données qui sont utilisés. Donc j'en ai un sur le slide d'après. Par contre, j'aimerais que ça reste entre nous, parce que c'est des choses qui sont très importantes. Voilà, alors un exemple de corrélation, c'est cette corrélation entre la consommation de fromage de type américain et le prix de l'action Google. Voilà. Ou dit autrement, si vous êtes expert et que vous suivez la consommation de fromage de type américain et que vous voyez ça monte, c'est peut-être le bon moment pour acheter l'action Google, et inversement vendre si la consommation de fromage de type américain diminue. Voilà. Alors évidemment, vous l'avez compris, hein, ce n'est pas une donnée qu'on utilise. On utilise en général des données qui sont plus complexes. Elles vont être parfois ce que je vais appeler little data. Vous allez avoir des données qui sont big data, vous pouvez avoir des données structurées, non structurées, vraiment n'importe quelle donnée qui peut être utilisée comme un carburant pour faire des prédictions du mouvement des prix, ça nous intéresse. Et la raison pour laquelle on s'est tourné sur AWS au début, c'était justement pour développer cette capacité à traiter ces données big data, notamment dans un mode exploratoire. C'est-à-dire donner une capacité à des utilisateurs type data scientist de tester une corrélation, de vérifier que ça ne fonctionne pas, d'en retester une autre, potentiellement sur des datasets qui font 10 gigas, 100 gigas, 1 Tera, 10 Tera, voire plus grand. Voilà.
Et c'est la première fonctionnalité qu'on a développée sur AWS. On a fait ça en début 2021, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez deux parties sur ce diagramme. Vous avez une partie qui, je dirais, on-prem, dans nos data centers. C'est l'environnement de confort pour nos data scientists. Hein. Donc on a 30 ans d'historique, on a déjà des outils qu'on utilise et dont on est très fiers. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à ces data scientists d'aller provisionner une capacité de calcul supplémentaire sur AWS sous la forme de clusters Spark, qui vont être pilotés depuis un environnement de notebook qui est on-prem. Okay. Donc ça permet, entre guillemets, de faciliter l'adoption parce que nos utilisateurs n'ont pas à bouger, n'ont pas à utiliser le cloud. Et ensuite, ça nous permet d'aller bénéficier de la capacité de compute d'AWS à mettre en place. Pour les gens qui mettent ça en place, c'est aussi simple de mettre en place un système pour des clusters à 10 CPU que pour des clusters à 10 000 CPU. Voilà. Et le mode de provisionnement qu'on a choisi, c'est un mode self-service, où vous avez ce data scientist qui se connecte à un service AWS, service catalogue, c'est un portail dans lequel la personne choisit le type de cluster qu'il souhaite, le nombre de CPU qu'il souhaite avoir, et 5 minutes après, il récupère un cluster. Voilà. Ensuite, le code qui est développé dans ce notebook, il est passé en production, je dirais industrialisé. Ça donne lieu à la création d'un pipeline de données. Aujourd'hui, on a 50 pipelines de données. Et il y a eu 3 étapes en fait, dans l'évolution de ce nombre de pipelines. On a une étape de fondation en 2022. Étape de fondation pendant laquelle on a été accompagné par Devoteam Revolve. Dans cette étape, on a mis en place les bases, le socle, landing zone, etc. On a essayé de comprendre les services qui correspondaient aux use cases et surtout aux équipes qui allaient les utiliser. 2023, on avait bien compris en fait quels étaient les services qui étaient bons pour nous, je dirais. On a commencé à faire des pipelines à standardiser, à développer plus rapidement. Et en 2024, on a vraiment fabriqué une machine à fabriquer des pipelines, une photocopieuse de pipelines. Et ce qui nous a permis d'atteindre 50 pipelines fin 2024, avec une cible de doubler en 2025. Voilà. Un pipeline, un jeu de données, donc un carburant en plus pour notre machine. Alors pour déployer ces... Ah, non, pardon. Donc le pipeline de référence, alors c'est assez standard. Voilà, vous pouvez prendre des photos, mais c'est vraiment très standard. Donc comme je disais, vous avez, dans les équipes data, vous avez plusieurs types de datasets. Donc ça veut dire plusieurs technologies de compute qui vont être adaptées chacune à un cas d'utilisation différent. Nous, on a fait le choix d'en proposer 3. Donc pour les gens qui font du big data, on propose Spark à travers EMR, donc service dont a parlé Vincent. On propose également pour les équipes qui le souhaitent de packager leur code sous forme de conteneurs Docker qu'ils vont après faire tourner dans Lambda ou Batch en fonction de la taille du compute. Donc si c'est un petit traitement, ça va tourner dans Lambda. Si c'est un gros traitement, ça va tourner dans Batch. Un pipeline en général, c'est plusieurs étapes de calcul. Typiquement une étape de transformation suivie d'une étape de qualité. Et donc ces différentes étapes sont orchestrées avec Airflow. Airflow, ça a été assez rapidement adopté par les équipes. C'est un outil qui est connu, open source. On a fait le choix d'aller utiliser la solution managée par AWS pour ne pas avoir le surcoût de la gestion. Et enfin, si les équipes ont le choix dans leur environnement de compute, par contre, on leur impose une gouvernance centralisée sur les données qu'ils génèrent pour que nos consommateurs, donc qui sont les systèmes qui font les trades, n'aient pas à se poser la question du format de données, des droits d'accès, etc. Donc pour ça, on passe par Athena. Nos consommateurs font des requêtes SQL à travers Athena et on utilise Lake-Formation pour gouverner les droits d'accès à ces datasets. Voilà. Pour mettre en place les pipelines de données, c'est d'abord une phase, comme je le disais, d'exploration. Donc typiquement par un profil type data scientist, puis une phase d'industrialisation par un profil type data engineer. Lors des premiers pipelines qu'on a mis en place, on s'est aperçu que cette phase en fait, d'industrialisation était la phase la plus longue, parce que nos data engineers, qui sont en fait des doubles profils data engineer, data science, n'étaient pas forcément formés à AWS. Et donc, aller écrire du Terraform, ou même ne serait-ce que connaître les services AWS, c'était une complexité pour eux.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une équipe de type plateforme. Donc, plateforme, c'est un thème très à la mode. Vous avez eu plusieurs présentations sur le sujet aujourd'hui, avec des profils type Cloud Engineer, qui vont maîtriser les solutions d'infra as code, type Terraform ou CloudFormation ou CDK, et qui vont préparer des pipelines réutilisables pour les équipes, ce qu'on appelle Blueprint. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez standard. De la manière dont ça fonctionne au quotidien pour les équipes, donc mon data engineer, il va se connecter à un portail web où il va pouvoir choisir le type d'application qu'il souhaite créer. Est-ce que c'est un pipeline de type batch ou est-ce que c'est un pipeline de type stream? Remplir quelques paramètres, cliquer sur un bouton et en sortie, récupérer un dépôt Git sur lequel il va pouvoir itérer, mettre au point son code de transformation et ensuite un push dans Git à travers Jenkins va aller déployer la solution sur AWS. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez standard. Cependant, dans notre système de Blueprint, je voulais insister sur 3 caractéristiques clés. Le premier, c'est que dans le repo Git qui est instancié, vous avez tout ce qu'il faut pour déployer le projet. Vous avez à la fois le code fonctionnel, vous avez à la fois l'infra as code, ce qu'il faut pour faire le Docker, etc., etc. Si je souhaite déployer ce projet, j'ai juste à faire un push Git. Si je souhaite supprimer ce projet, je déploie la stack CloudFormation associée, il ne reste aucune trace. Je ne sais pas si dans vos boîtes, vous avez des systèmes où vous devez pousser du code ou de la configuration dans différents systèmes. C'est le cas chez nous on-prem, là sur AWS, c'est réglé. Voilà. Au niveau de l'infra as code, on a fait le choix d'utiliser CloudFormation à travers son dialecte Python CDK, parce qu'on considère que ça permet d'avoir une approche d'ingénierie logicielle sur l'infra as code et donc de rendre réutilisables des composants d'infra as code, des bibliothèques d'infra as code. Voilà. Et dernier point, quand un data engineer industrialise un pipeline, la phase de test, il a fait sur sa machine. Il n'a pas besoin de déployer sur AWS pour tester. Un déploiement sur AWS, ça peut prendre, même si les services team optimisent, ça peut prendre plusieurs dizaines de secondes. Donc on ne souhaite pas que les équipes, que la boucle, ce qu'on souhaite c'est que la boucle de debug, test et mise au point du code soit la plus rapide possible. Pour les gens qui manipulent la donnée, je vous présente la même information que je viens de dire, mais sous forme de code. Donc, quand je disais qu'un repo contient l'ensemble des ressources pour un projet, vous allez retrouver en fait ici un répertoire CDK qui va contenir l'infra as code. Ici, le répertoire Data US Cheese Consumption qui va contenir en fait le code fonctionnel, le code des transformations. Donc c'est typiquement ce répertoire-là dans lequel Data Engineer va faire ses modifications. Vous allez retrouver le répertoire Docker qui permet de construire le Dockerfile qui va être utilisé pour le conteneur pour déployer sur AWS. Vous allez également retrouver un répertoire orchestration qui contient le Daggerflow. Voilà. Et encore une fois, tout ça, quand ça va être poussé sur Git, ça va être déployé sur le cloud en un minimum d'opérations. Alors les personnes parmi vous qui ont déjà utilisé ce système Blueprint savent qu'une mauvaise pratique en fait c'est de générer du code dans chaque projet et de le dupliquer d'un projet à l'autre. Voilà. Donc ce qu'on a mis en place c'est d'avoir le minimum de code dans les projets et tout ce qui est bibliothèque d'infra as code, de le fournir sous forme d'une bibliothèque qui est réutilisée dans les projets. Donc c'est ce que vous avez retrouvé ici. Vous voyez ici vous avez une bibliothèque qui s'appelle... Bon, anecdotiquement, CFM CDK utilise, voilà, c'est cette bibliothèque qui contient effectivement les composants d'infra as code, ils sont simplement importés et configurés par le projet. Dernier point, on fournit aussi un fichier Makefile qui fournit des targets, notamment l'exemple que je donne ici, c'est une target qui permet aux équipes de débugger sur leur machine et ce avec les mêmes permissions qu'aurait le pipeline sur AWS. Encore une fois, ceux parmi vous qui ont déjà débugué des permissions savent que être capable de débugger rapidement des permissions, c'est aussi très utile. Voilà, alors en guise de conclusion, je voulais revenir sur les expériences qu'on a eues avec certains des services. Donc AWS Batch, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de regarder. C'est un service qui permet de fournir une abstraction de job queue sur des conteneurs Docker. C'est une abstraction très simple et en fait qui se prête à de nombreux use cases, que ce soit des use cases peu coûteux en calcul, qui demandent seulement quelques CPU, ou jusqu'à des use cases qui demandent plusieurs milliers de CPU.
Et derrière, c'est un service qui est gratuit, vous ne payez entre guillemets que les instances et vous bénéficiez de toute la plage d'instances disponibles, donc des 850, disait Mylan ce matin. Voilà, donc nous on a fait le choix d'utiliser CDK. Donc, encore une fois, un CDK, c'est le dialecte Python pour CloudFormation. Donc ça vient avec les bonnes choses de CloudFormation et les mauvaises choses de CloudFormation. Si vous n'avez jamais utilisé CloudFormation, avant de vous lancer, réfléchissez bien comment vous organisez vos ressources. Ne mettez pas dans un seul panier, dans une seule stack, des ressources qui sont critiques et des ressources qui ne sont pas critiques. Sinon, quand vous allez déployer des ressources pas critiques, vous allez également transpirer de peur que ça n'impacte vos ressources critiques. Il a pu m'arriver de déployer une stack CloudFormation qui m'a proposé de mettre à jour 54 produits, donc ça c'était un petit peu dérangeant. Lakeformation, c'est l'outil qui nous sert à donner des droits. Donc c'est très adapté si vous avez une organisation qui est grande ou qui a l'ambition d'être grande. Il y a un coût d'entrée pour utiliser Lakeformation. Donc il faut bien comprendre comment on le configure. Et moi, ce que je vous invite à faire également, c'est à bien comprendre comment ça fonctionne. Ça aidera à mieux comprendre également comment on le configure. Voilà, et MWA, on est plutôt content. Voilà, ça nous permet d'avoir de l'open source managé, ce qui est toujours appréciable. Sur ce dernier slide, je vous ai mis quelques références. Donc le premier, c'est une référence vers un blog post qu'on a publié sur le premier setup, le setup avec les clusters Spark en mode self-service. Et le second, c'est un blog post qui annonce la sortie de DSF. DSF, c'est un ensemble de bibliothèques CDK, Python, qui permet de provisionner de l'infra as code de type data sur AWS, des clusters Spark, des clusters Kafka. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est déjà parce que c'est quelque chose sur lequel Vincent a beaucoup contribué, et ensuite que ça ressemble en fait à l'infra as code qu'on a fait, et vous comprendrez que je ne peux pas partager le code dont je vous ai parlé. Et je te laisse la parole. Oui. Merci Julien. Pour conclure la session, si le sujet dont Vincent a parlé tout à l'heure sur le Fine-Grained Access Control vous intéresse sur la manière dont on l'a implémenté dans nos services, il y a un papier qui est disponible, qui a été publié par nos équipes. Je vous invite à le regarder, c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez que c'est le QR code, allez-y. Et enfin, voilà, si vous voulez approfondir certains sujets, sachez qu'on met à disposition des Immersion Day, donc c'est des journées complètes sur des thématiques très variées, que ce soit de l'intelligence artificielle, de la data, que ce soit sur de la cybersécurité. Donc on couvre à peu près tous les domaines des différents services AWS. Ce sont des journées qui sont gratuites auxquelles vous pouvez vous inscrire. C'est directement accessible sur notre plateforme. Et vous aurez l'occasion d'interagir avec des solution architectes, avec des spécialistes de leur domaine, et également de pratiquer. On vous met à disposition des labs sur lesquels vous pouvez manipuler directement. Donc vous avez tout à y gagner, entre guillemets. Et il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette session. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous invite simplement à remplir l'enquête de satisfaction. Et Vincent, Julien et moi, on reste à disposition quelques minutes si certains veulent venir nous poser des questions. Merci à tous.